Allez, bonjour à tous. Merci d'être venus en masse pour cette vidéo et cette session. Donc je m'appelle Sébastien Pertus. Donc vu l'accent, je ne suis pas d'ici, hein, vous avez bien compris. Donc je suis de Toulouse, mais je travaille chez Microsoft à Paris. Voilà, donc ma vie c'est Paris, Toulouse, Toulouse, Paris, Toulouse, 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 et puis Paris de temps en temps. J'essaie d'y aller le moins souvent possible, vous aurez bien compris. Et je vais vous parler un petit peu de .NET Core. .NET Core qui est dans notre plateforme .NET, mais que l'on a porté multiplateforme, qui donc fonctionne sur Windows, sur macOS et sur Linux. Voilà. Donc on va regarder un petit peu ce que c'est. Bon, si vous connaissez bien l'écosystème .NET, il y a plein de mots-clés, .NET Core, .NET Standard, .NET Framework. Je vais juste faire une petite passe là-dessus pour être sûr que tout le monde soit OK là-dessus, parce que souvent on ne comprend pas trop la différence. Alors j'ai essayé de traduire tout en français dans mes slides. Ben, vous savez quoi? C'est super dur de traduire des slides techniques tout en français. Il y a toujours des mots-clés, c'est toujours de l'anglais. Bon, voilà, j'ai essayé. Je pense que je suis à peu près à 90% de traduction. Mais des fois, c'est compliqué. Mais bon, voilà, j'ai essayé. C'était un peu mon défi sur cette session-là. Et puis, c'est surtout parce que je voulais mettre une photo comme ça au début pour un peu détendre l'atmosphère. Voilà. Alors, .NET aujourd'hui, ça permet de faire un petit peu tout depuis longtemps. Ça fait .NET aujourd'hui, ça a à peu près 18 ans. Peut-être un petit peu moins, un petit peu plus, je ne sais plus. Ça date des années 2000, hein, les premières versions de .NET. On a une véritable... Bon, ça, c'est un peu les slides marketing pour que vous en faisiez. Je vous le vends un petit peu le truc. Hein. Donc, Visual Studio, c'est le meilleur IDE du monde. On est tous d'accord là-dessus. Le deuxième étant Visual Studio Code, on est bien d'accord. Et .NET Core est en progression assez énorme auprès des communautés de développeurs sur l'adoption. Voilà, je cherchais les mots. .NET Framework, je vais parler de .NET Standard. .NET Framework, ça vient de loin. Comme je le disais, ça a à peu près un peu plus d'une quinzaine d'années. Aujourd'hui, on a la version 4.8.2, me semble-t-il. Et historiquement, c'était le seul framework. Donc, c'était cool parce que du coup, on n'en avait qu'un. C'était celui-là. Voilà, on faisait du .NET et puis basta. Après, on a commencé à rajouter des choses, notamment Silverlight. Il y en a qui se rappellent de Silverlight? Feu Silverlight, voilà, pour ceux qui en ont fait un petit peu. Et là, c'était plus compliqué parce qu'on avait deux runtime, deux moteurs d'exécution, .NET Framework, Silverlight qui marchait dans le browser. Et là, forcément, le développeur, il commençait à être un petit peu embêté. Mais ce n'était pas trop compliqué parce que finalement, deux runtime, on mettait des fichiers partagés, ça restait du C#, ça passe. Ça passait. Avec des DS-define, if Silverlight, ça passait. Mais ça a commencé à être un petit peu plus compliqué au fur et à mesure du temps. Parce qu'après, il est arrivé Xamarin, par exemple. Et puis, il est arrivé Windows Phone et Xbox 360. Et aujourd'hui, .NET Core. Et j'en passe encore que je n'ai pas nommé. Donc là, du coup, ça ne suffisait plus les if define parce que du coup, ça faisait trop. Donc, on a inventé ce qu'on appelle les Portable Class Library qui permettaient de dire, ben voilà, je vais faire un projet qui va fonctionner sur .NET Framework et sur Silverlight, par exemple. Et ça nous sortait un ensemble d'API, de surfaces d'API qui étaient compatibles avec ces deux frameworks. Et en fait, ce qu'on faisait, on prenait l'intersection des deux. Vous êtes d'accord? Je veux fonctionner sur mes deux runtime, donc je prends le plus petit dénominateur commun. OK? Pour être sûr que ça marche des deux côtés. Et ça, on a appelé ça des profils. Et un profil, c'était de la génération d'API qui exposait la surface minimum entre vos deux runtime. C'était fait, c'était déjà préfait pour vous, et on vous y fournissait. Donc du coup, l'intelligence de Visual Studio vous disait, ben voilà, cette API, elle n'est pas dispo, celle-là, elle est, etc., etc. Mais le problème, c'est que quand vous faites l'intersection de tous les projets possibles et inimaginables, quand vous commencez à déjà avoir 7 ou 8, ça fait beaucoup de profils. Et c'était l'enfer à gérer côté MS. Aujourd'hui, sur le screen que vous avez là, j'ai pris une petite photo. Le premier en haut à gauche, c'est le profil numéro 96. Ce qui était un peu compliqué à gérer. Et les équipes de maintenance chez MS, pour gérer tous ces profils, toutes les intersections possibles, et en plus, ce qui faisait que vous avez le plus petit dénominateur commun, c'était compliqué. Ça, c'était l'histoire de ce qu'on appelle les Portable Class Library. Et donc, en fait, on a décidé, bon, c'est pas bien. C'est trop compliqué à gérer aujourd'hui. Et puis, les runtime, on peut potentiellement en rajouter. On va changer de paradigme. Là, aujourd'hui, les PCL, c'était l'intersection commune de plateformes. On a sorti ce qu'on appelle .NET Standard, qui non pas se place dessous, mais va se placer au-dessus. .NET Standard, il dit, si vous voulez être standard, vous devez vous compléter à ce que nous, on expose. Il n'y a qu'un seul standard. Et si la runtime veut travailler sur ce standard-là, c'est à la runtime de faire l'effort de supporter l'ensemble des API qui sont exposés dans .NET Standard. Okay? Donc ça, c'est .NET Standard, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qui est une librairie que vous voyez en violet, marron, je ne sais pas quoi. C'est une librairie qui se place en dessus de la core time et en dessous de votre langage et de votre business class librairie.
et qui dit si tu veux te standardiser, il faut que tu respectes ce contrat-là. .NET Standard, ça n'est pas une runtime, ça n'est pas un framework, ce n'est qu'une spec. Alors, ça va un peu plus loin qu'une spec parce qu'en fait, elle expose des API qui sont vides pour que Visual Studio, lui, puisse voir l'intelligence et vous donner la liste des méthodes. Mais .NET Standard, ce n'est qu'un ensemble, c'est une librairie vide qui ne fait qu'exposer des méthodes, des interfaces, etc. Et après, quand vous lancez F5, Run, eh bien, la runtime qui est dessous, elle va prendre le pas et va exécuter les méthodes. OK? Voilà. Donc, .NET Standard, c'est une spécification, ce n'est pas une runtime, et ça représente un ensemble d'API pour les plateformes .NET à implémenter. Aujourd'hui, .NET Standard est implémenté par le .NET Framework dans sa dernière version et .NET Core. D'ailleurs, .NET Standard, à la base, ça a été créé par l'équipe de .NET Core. .NET Core, qui est cette runtime qui fonctionne sur Mac OS Linux. Aujourd'hui, vous avez la version... donc, mon slide n'est pas à jour. .NET Core 2.2, elle est sortie, c'est la version actuelle. Lorsque vous allez sur .NET, vous pouvez télécharger .NET Core sur Linux, sur Mac et sur Windows. Et c'est la version 2.2. Le .NET Core, c'est supporté, enfin les initiateurs chez nous de .NET Core, c'est l'équipe ASP.NET. Et ce n'est pas l'équipe .NET Framework, ce qui est assez étrange, mais c'est comme ça. C'est eux qui ont initié le projet pour pouvoir tourner sur Linux et sur Mac. OK ? Donc, ils sont super regardants sur les perfs. Et on a aujourd'hui des serveurs ASP.NET Core qui donc fonctionnent sur .NET Core qui sont très très performants parce que c'est une des priorités de l'équipe. D'accord ? Ils ont aujourd'hui, leur première priorité, c'est la perf. Donc aujourd'hui, si on regarde un petit peu les tests qui sont faits sur Tech Empower, ben, globalement, on est plutôt bien placé. Et déjà, entre la version 2.0 et 2.1, il y avait déjà des améliorations de performance. 2.2 pareil, 3.0 qui va arriver aussi pareil. Le dernier qui est finalement le plus important, c'est le Fortune test. Rien à voir avec une quelconque histoire de monnaie. Vous connaissez les Fortune Cookies? Les petits cookies là, dans lesquels vous avez des petites histoires. Et ben c'est ça, le Fortune test. C'est une base de données Postgre qui récupère des citations qui sont envoyées à un front, qui est donc sur ce coup-là le front ASP.NET Core, et qui est affiché sous forme de texte. Ça permet de simuler finalement un trafic réseau et une page web. Et ce test-là, eh bien, on est plutôt bien passé. On a gagné 150% de perf sur les dernières implémentations de .NET Core. Et je crois qu'on est sur le Fortune test, on est, je crois, top 5 sur les derniers tests sur les serveurs web. Alors, bon, je ne veux pas dénigrer les concurrents. Node.js, je crois, il est en 15e ou 20e position. Donc, on est plutôt bon au niveau perf. Voilà. J'adore Node.js, je tiens à le préciser. .NET Core 2.2 est disponible. Vous allez sur .NET ou sur ce raccourci et vous pouvez télécharger la version. Ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui. .NET Core 2, alors, je vous rassure, je fais plein de slides, mais après, je vous promets, je fais des démos. .NET Core 2, c'est pensé par l'équipe ASP.NET. Et eux, ASP.NET, quand ils ont créé .NET Core, ils voulaient juste une runtime qui fonctionne sur n'importe quel serveur. OK ? Il n'y a pas de sortie GUI, si ce n'est la console. Puis du coup, ça marche bien parce que c'est plus facile à implémenter sur Mac, Linux et sur Windows. Vient se rajouter aujourd'hui .NET Core 3 qui va étendre le support de .NET Core pour pouvoir supporter la GUI et supporter des frameworks d'interface utilisateur comme WPF et Windows Form. .NET Core 3 est disponible aujourd'hui en preview. Vous pouvez encore le télécharger sur .NET, vous récupérerez la preview. Ce qu'il y a de bien avec .NET Core par rapport à .NET Framework, c'est que vous pouvez installer des versions side by side. C'est pas grave. Par rapport à .NET Framework où finalement il n'y avait qu'une seule version, .NET Core, vous pouvez installer plusieurs versions. Du coup, vous pouvez choisir la version que vous voulez utiliser. Si vous avez une application qui fonctionne sur .NET Core 2.2 et que vous ne voulez pas faire l'effort de la migrer sur le 3, pour X ou Y raison, ben vous restez sur 2.2. Et votre client, qu'il ait la version 3, qu'il ait la version 1.1, qu'il ait la version 2.2, ça fonctionnera parce que vous disiez, je vais utiliser cette framework-là. À l'époque du framework, on s'était dit finalement, on ne gère pas plusieurs frameworks side by side parce que de toute façon, le dernier framework a toujours les dernières nouveautés et les mises à jour de perf. Du coup, le développeur, c'est cool pour lui parce qu'il dit, bon, ben, j'ai un framework, c'est la base, c'est la référence et ça marche bien. Et finalement, quand on y réfléchit, pourquoi est-ce qu'on utiliserait la version 2.2 si la 3 elle est mieux? Sauf que le problème, c'est qu'avec .NET Framework, il a 15 ans d'existence
Et les équipes du .NET Framework, ils disent tiens, j'ai trouvé une super feature, Pump It Up, qui accélère les perfs sur la lecture des directories, sur directory info. Mais vraiment, j'améliore de 50%. Le problème, c'est qu'on a 15 ans d'historique et des millions d'utilisateurs qui utilisent .NET Framework. Et l'impact sur eux, on n'est pas capable de le calculer. Je ne peux pas dire demain, je sors la version 4.9 du framework avec un New Directory Info qui va aller plus vite, mais je ne suis pas sûr que 100% des clients peuvent migrer et que ça marche. Et puis ils n'auront pas le choix, puisqu'il n'y a qu'une seule version du .NET Framework. Donc il faut que je sois sûr que ça passe sur 100%. Et aujourd'hui, la version 4.8 du framework, c'est compliqué de modifier la runtime en étant sûr que ça fonctionne partout. Là où .NET Core, ils ont dit finalement, nous, si on produit des runtimes qui peuvent être exécutés side by side, finalement, si jamais on trouve une super perf sur la version de .NET Core 3.0, ce qui est le cas d'ailleurs dans ce cas-là, finalement on va l'implémenter parce que de toute façon, si nos développeurs veulent rester sur la version 2.2, ils peuvent y rester. Et si jamais on inclut une breaking change qu'on n'a pas vue, c'est pas grave parce que finalement ils ne sont pas obligés de migrer. D'accord? D'ailleurs, si je vous montre mon poste, juste pour vous montrer, vous allez voir. Là, ici, j'ai tout ça. Donc beaucoup. Alors, je sais pas, j'ai une dizaine de versions de .NET Core. Alors, j'ai plein de previews, j'ai la version 3.0, la 2.2, la 2.1. Et je peux switcher comme je veux sur n'importe quelle version. D'ailleurs, la dernière démo que je vais faire tout à l'heure, elle fonctionne que sur une de ces runtimes et pas sur la suivante, parce qu'il y a eu un breaking change. Mais je m'en fous, j'ai dit tu marches sur celle-là et puis basta. Ok. Alors du coup, je vais voir un petit peu, ne bougez pas, qu'est-ce que j'ai après? Bon, alors ça, c'est les principales nouveautés entre 2.1, 2.2, 3.0. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais sachez que globalement, entre 2.1 et 2.2, on a rajouté pas mal de fonctionnalités. Hein. Et sur 3.0, on a surtout rajouté cette possibilité de faire du desktop. Alors, hier, au repas speaker, j'ai Quentin Adam, que vous devez sûrement tous connaître, qui m'arrive, qui me dit Seb, c'est génial, j'ai vu .NET Core 3, vous supportez Windows Form et WP et WPF, c'est super. En plus, vous l'avez open sourcé, c'est Pump It Up, je vous adore Microsoft. Ouais, ça, il n'a pas dit. Et il me dit, du coup, je peux faire marcher WPF et WinForms sur Mac et sur Linux. Oui, mais non. Parce que .NET Core 3, on a une digression. On a globalement... Ah ben, c'était le slide d'après, excusez-moi. .NET Core 3, c'est la première version qui inclut des spécificités qui sont uniquement liées à la plateforme Windows. Donc ça a été des gros débats en interne. Doit-on sortir une version de .NET Core qui ne soit pas 100% compatible sur toutes les plateformes? Donc oui, pour pouvoir supporter WPF et Windows Form. Parce que, en faisant ça, on apporte des performances de facto à WinForm et à WPF, parce qu'on a apporté des performances sur .NET Core qui ne sont pas implémentées dans .NET Framework. Pour les raisons que j'ai citées juste avant. Ok? Donc voilà, donc gros changement, gros breaking change sur .NET Core 3. Une partie de .NET Core 3 n'est pas compatible sur Linux et Mac, mais c'est finalement que la partie GUI, ce qui se comprend. D'ailleurs, s'il y a des gens qui cherchent à contribuer pour rendre WinForm compatible sur Linux et sur macOS en marchant sur .NET Core 3, vous êtes les bienvenus. Moi, je ne suis pas capable, mais si vous, oui, ça me ferait bien plaisir. Donc, pourquoi Windows Desktop sur .NET Core 3? On l'a dit. Les versions de .NET Core sont indépendantes, ça c'est cool. Du coup, vous pouvez utiliser des API de .NET Core 3 sans vous soucier des mises à jour. Une nouveauté qui va arriver dans .NET Core 3, c'est qu'aujourd'hui, on va pouvoir packager votre application avec le .NET Core embarqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez même dire, je crée mon application WinForm ou WPF et je la livre à mon client sous la forme d'un seul exécutable, un .exe qui fait à peu près, donc le .NET Core, c'est à peu près 60 mégas, donc plus votre package de 20 kg, ça fait 61 mégas. Donc vous êtes capable aujourd'hui de distribuer votre application avec le .NET Core installé dessus à votre client. Et si même votre client n'a pas .NET Core, c'est pas grave puisqu'il est pré-embarqué. Et ça, c'est cool. Au niveau de la déploiement, ça enlève pas mal de problématiques. Ou alors, vous pouvez faire un package simple en disant tu targetes le .NET Core 2.2 sur la machine du client. Et si le client ne l'a pas, il faut qu'il l'installe. Donc ça, c'est bien. Et après, on a aussi des nouveautés comme l'utilisation simplifiée des CSproj, qui est donc ces fameux fichiers qui regroupent l'ensemble des références de votre projet. Bref, Entity Framework Core, est-ce qu'il y en a qui connaissent Entity Framework, qui est notre outil de mapping relationnel de base de données? Encore une fois, pas mal de nouveautés sur Entity Framework Core. On a rajouté plein de choses dans 2.1, 2.2. Et sur 3.0, on améliore les performances et on rajoute plein de choses qui ont été demandées par la communauté depuis très très longtemps sur Entity Framework classique, qui est la version 6 aujourd'hui, notamment
les relations many-to-many qui sont assez compliquées à implémenter d'un point de vue abstraction, le support des dernières versions du langage C#, etc. Bien, je vais passer là-dessus, pas très intéressant. Et là, je vous fais, pour ceux qui font du framework avec Entity Framework, pour voir la différence entre Entity Framework Core et Entity Framework classique. Là, vous avez un tableau récapitulatif. Et enfin, ASP.NET, donc, qui est donc la version Core de notre serveur web. Toujours pareil, entre la version 2.1 et 3.0, on a surtout rajouté des notions de performance. On a mis à jour dans la version 2.2 les packages qu'on utilise pour faire eh bien, du front-end. Notamment, on a mis à jour, quand vous créez, avec nos templates, quand vous créez une application ASP.NET, de base, on va vous mettre Bootstrap 4 et Angular 6. On a amélioré les stacks Web API avec du HTTP2, bref, voilà. On a remplacé notre client signalaire pour Java, on en a réimplémenté un nouveau. Et sur ASP.NET Core 3, il faut savoir qu'avant, ASP.NET Core marchait autant sur Core que sur .NET Framework classique. Mais on s'est rendu compte que personne l'utilisait. Donc en fait, on a dit, bon, à partir de la version Core 3, ASP.NET Core ne marchera que sur la runtime Core 3. Voilà. Et on a enlevé des packages qui étaient des packages par défaut installés dans ASP.NET par donc JSON.NET et Entity Framework. On les a enlevés, vous pouvez les rajouter, mais ils ne sont plus fournis par défaut. Parce qu'il y a plein de clients qui nous disent finalement, quand je crée une application ASP.NET Core, j'ai des packages dont je n'ai pas besoin. Donc du coup, on les a enlevés pour que vous ayez vraiment une application la plus simple possible, la plus light possible, et que vous puissiez rajouter après. Voilà. Maintenant, je fais des démos. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un chat? Parce que je n'ai pas mis trop d'images à part le poulet au début, du coup j'en ai mis une à la fin. Puis vous allez voir, il y a un rapport. Alors, donc comment ça marche? Donc ici, j'ai mon bash à moi, qui s'appelle CMD, hein, m'en voulez pas. Alors, est-ce que déjà vous y voyez bien en noir ou est-ce qu'il faut que je passe en blanc? Alors, attendez, dis-moi, qu'est-ce que vous préférez? Comme ça ou comme ça? Comme ça? Ok, nice. Allez, et puis je vais me zoomer. Alors, comme ça ou comme ça? Ok, allez. Alors, comment est-ce qu'on fait pour savoir sur quelle version de .NET je tourne? Vous avez, donc déjà, vous avez un exécutable qui s'appelle .NET et après, vous pouvez faire un tiré version qui va vous donner la version sur laquelle je tourne. Donc là, je tourne sur la version 2.2, qui est donc la version la dernière, mais j'ai quand même installé Core 3.0. Comment est-ce que je fais pour pouvoir l'utiliser? Alors quand vous faites ici un .NET, je ne sais pas pourquoi à chaque fois ça remonte là, je ne sais pas ce qui se passe. .NET New ici, je peux faire plein de choses. Donc je peux faire ici des applications console, des classes librairies, etc. Mais si je veux passer sur la version, sur n'importe quelle version, il faut que j'utilise le SDK qui va avec. Supposons que je veuille passer en .NET Core 3 qui est en prévu sur ma machine ou que je veuille downgrader en .NET 2.1. Donc d'abord ce que je vais faire, donc je vais mettre dans un répertoire garbage et je vais faire un répertoire que je vais appeler test, je sais pas, test 5. Voilà, CD test 5. OK. OK. Donc ici, donc je vous rappelle, .NET version. Je suis donc en fait, il va remonter. C'est pas possible. Remonter pour voir quelle version est utilisée au plus haut niveau. Donc là, je suis en 2.2, nickel. Donc ce qu'on va faire, on va lui dire non, je comprends pas ce qui se passe. Hein. Je vais lui dire, fais-moi donc .NET info. Là, c'est l'ensemble de toutes les infos de .NET qui sont installées sur mon poste. Et ici, j'ai l'ensemble de tous les SDK que je peux utiliser. D'accord? Ici, zip. Ce que je vais faire, je vais lui dire, fais-moi un fichier JSON qui s'appelle global.json. Vous l'avez dans le .NET New. Hein. Et après, je vais l'ouvrir et vous allez voir, c'est super simple. Hein. C'est juste un fichier JSON dans lequel j'ai... Alors, j'aurais pu être plus intelligent que ça. Je vais faire un code global JSON. Voilà. Donc, c'est juste un fichier JSON dans lequel j'ai mon SDK. Et après, je dis, bah, tiens, je veux passer en .NET Core 3. Donc, je fais .NET-info. Voilà. Et je lui dis, bah, tiens, tu vas prendre cette runtime-là, la 3.0 preview. Copier, coller. Voilà, l'outil préféré de tout bon développeur qui se respecte. Je sauvegarde. Je reviens sur mon interface. Et sans redémarrer la machine, sans redémarrer Windows, je précise, hein, vous avez maintenant votre version. Je suis passé en .NET Core 3. D'ailleurs, maintenant, quand je fais .NET New,
ce que vous n'aviez pas en version 2.2, puisque c'est quelque chose de nouveau. Maintenant, ici, vous voyez que j'ai par exemple ici le fait que je puisse créer une application WPF et Windows Form. Si je reviens en 2.2, cette option va disparaître. Donc, je peux vraiment switcher de version comme je l'entends. OK ? Voilà pour ça. D'ailleurs, tiens, si jamais vous voulez faire, maintenant que je suis en .NET Core 3.0, on peut faire une application en WinForm, par exemple. Je fais .NET New WinForm. Hop là. Voilà, donc là, il va me créer une application WinForm qui fonctionne sur .NET Core. Voilà, .NET Run. Et donc voilà, aujourd'hui, j'ai une application, ma première application .NET Core avec la runtime WinForm. D'ailleurs, je l'ai dit, on a open sourcé WinForm. Donc si vous voulez contribuer dessus, n'hésitez pas à aller sur le repo. Et voilà, donc là, ici, j'ai une application WinForm. Pareil pour WPF, .NET New WPF, et ça fonctionne. Bien. J'ai quelques démos sur Entity Framework, je vais vous en faire quelques-unes, juste pour le fun. Hein. Run. Donc j'utilise VS Code, mais vous pouvez utiliser aussi Visual Studio. Hein. Vous avez le choix entre le premier ou le deuxième parmi les meilleurs idéaux du marché. J'aime bien, personne ne dit rien, ça me fait plaisir. Pour pouvoir faire ce que vous voulez. Donc ici, bon, pour ceux qui connaissent un petit peu comment ça fonctionne Entity Framework, je vais zoomer un petit peu. Donc j'ai un contexte ici dans lequel j'ai deux classes qui sont Customer et Employé. Rien d'extraordinaire. Et après j'ai un contexte qui dit ben voilà, qui dit ben voilà, je peux utiliser une chaîne de connexion. Donc là elle est hard-codée, mais vous pouvez utiliser un fichier de configuration, on est bien d'accord. Et après ici j'ai l'ensemble de tous mes objets qui sont mappés sur une base de données. Donc j'utilise SQL Server, mais vous pouvez utiliser aussi d'autres bases de données du marché comme Postgre, Oracle, et on a les drivers qui vont avec. Donc là je ne dis pas quel est le meilleur, hein, mais bon vous savez. Et ce qui est intéressant, donc après ici j'ai la description en Fluent API de ma base de données. Donc je dis qu'il y a un index, qu'il y a les propriétés qui sont requises, etc. Et surtout ce qui est sympa, c'est qu'on a rajouté ce qu'on appelle le seeding. Globalement aujourd'hui, vous savez dans la vraie vie de vrai, quand on crée une base de données, souvent une application ne fonctionne que si la base de données est déjà pré-remplie avec des données de départ. Par exemple, le type d'employé, où vous avez le CTO, le CEO, le développeur, etc. Si vous livrez votre application sans ces 4 lignes dans, dans le type d'employé, la plupart du temps, ça ne marche pas parce que vous ne l'avez pas géré. Donc une base de données, il y a toujours des données de départ. C'est pas vrai. Dans la vraie vie de tous les jours, c'est que nous connaissons tous aujourd'hui, qu'une base de données, elle se livre sans données de départ. Ça n'existe pas. Enfin, moi, dans mon expérience, peut-être que vous, oui, mais moi, non. Bon. Donc du coup, on peut les embarquer dans votre application en tant que code. Mais du coup, c'est compliqué parce que comment est-ce que je vais faire pour les mettre à jour si j'ai besoin, etc. Donc, on va voir. Donc, pour ça, donc ici, je vais me mettre... Donc, encore une fois, je vais... si j'y arrive... STC, pardon. Je me mets ici. Donc, je peux utiliser le terminal qu'il y a dans VS Code, mais pour utiliser le Zoom, c'est plus facile d'utiliser un terminal externe, mais j'aurais pu l'utiliser dans VS Code directement, ce que je vais faire. Et je vais... utiliser des API qui font partie d'Entity Framework. Donc j'ai mes petits TUST, qui sont les anti-sèches version toulousaine. Et il faut juste que je les retrouve, que je ne vais pas me tromper. Donc on va utiliser quelque chose qu'on appelle .NET, Entity Framework, migration, et je vais en rajouter une que je vais appeler DataSeed par exemple. Donc ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va rien faire du coup. Parce qu'il faut que j'aille dans l'application et je recommence. Donc lui, qu'est-ce que va faire mon outil en ligne de commande? Elle va générer un script qui va me générer la base de données pour moi, avec les données de seeding. Si je reviens ici maintenant dans mon application, ici j'ai un nouveau truc qui s'est créé, qui s'appelle migration, dans lequel il va créer toutes les tables dans ma base de données, avec tout ça, il l'a lu de mon code. Hein. Il a généré du code à partir d'un code. Ok, et avec aussi à la fin, quelque part, mes données. Je ne sais pas où elles sont, on va ici. Et après, quand vous voulez l'appliquer, vous faites un .NET EF, c'est database. Je ne sais plus si c'est apply ou update. On va tenter les deux. Ça m'a l'air bon. Non. Anti-sèche, toujours pareil. C'est CCC.
Je suis sûr que c'était... c'était update, je l'avais dit en plus. Hein. Voilà. Donc là, ça va me créer ma base de données, ça va la populer avec les données et ça va appliquer la migration. Si bien je viens ici, je fais un refresh et donc refresh, hop là, j'ai ma base de données ici avec les données par défaut de customer par exemple. Ok? Donc ça c'est plutôt bien. Ce qu'il y a maintenant, c'est que vos versions augmentent et puis vous avez des nouvelles datas de seeding, voire même certaines qui ont changé. Là, on est d'accord. C'est pas figé. Surtout la version 1.0, en général, c'est pas vraiment du tout la version définitive. Hein. Donc normalement, ce que vous pouvez faire ici, c'est aller dans votre code. Alors vous oubliez le dossier migration ici, puisque c'est généré par Entity Framework, il ne faut surtout pas le toucher. Mais vous décidez ici de dire, non mais en fait, mec, je me suis trompé. Ma première adresse, alors peut-être pas adresse, je vais prendre client, c'est plus facile. C'est pas John Orson, c'est John Doe. Voilà, on connaît tous John Doe. Je sauvegarde et puis hop, vous travaillez, vous continuez à travailler avec ça. Donc ce qu'on va faire ici, on va dire à notre entité migration, on lui dit, bien tiens, j'ai une nouvelle migration à faire à partir de l'ancienne étape à aujourd'hui. Donc va regarder encore mon code. Et là, je l'appelle, c'est John Doe. OK. Donc là, il me recrée une migration, encore de la génération de code. C'est plutôt sympa. Voilà. Si je reviens ici dans mon code, on peut aller le voir si vous voulez. John Doe est ici. Et regardez ce qui est sympa, c'est qu'il a vu dans mon code qu'il y avait un changement de la matrice de départ sur les données de seeding. Ça, il le fait depuis des années sur la structure de votre base de données. Je ne vous fais pas de démo parce que ça existe depuis le début, mais pas sur les données de seeding. Et aujourd'hui, j'ai deux méthodes pour appliquer le changement de la version 1 à la version 1.1. Et si jamais j'ai trois versions, il enchaînera les versions 1, 1.1, 2.2, 2.3, 3. Et tout ça avec du code. Et vous pouvez même downgrader. Si vous vous rendez compte qu'en production, vous avez un souci sur la structure de votre base et les données qui vont avec, vous pouvez downgrader. Donc vous avez deux méthodes, up et down. Et vous voyez bien que dans le up, je change le nom en Do, et que dans le down, je reviens au nom Orson. Là, c'est très simple, mais dans la vraie vie de tous les jours, celle que nous connaissons tous ensemble, dans ce script-là, il y aurait les mises à jour des bases, le rajout des tables, la modification de la table, et à la fin, les données de seeding, qui sont une nouveauté qu'on n'avait pas avant. Alors là, je peux appeler la migration via du code, hein, c'est vous qui voyez, ou alors, vous refaites un bon vieux update, et là, il va me mettre à jour ma base de données. Il va donc appliquer la dernière migration de la dernière version, de l'avant-dernière version à la dernière version. Et si maintenant je reviens sur ma base de données, donc là c'était quoi? C'était employé me semble-t-il. Je devrais avoir John Doe. Voilà. Ok? Donc super sympa d'utiliser ce genre d'outils pour gérer les mises à jour de bases de données. Encore une fois, si vous aimez utiliser les outils d'ORM de base de données. Hein. Donc après, si après vous le faites à la mano, vous pouvez faire pareil, mais bon, voilà, vous choisissez. Ok, deuxième démo qui est assez sympa, encore dans le même style. Je reste un peu dans le même débat. Ce qui était sympa aussi de vous montrer sur Entity Framework, j'en ai plein, mais celle-là est assez facile à faire. Donc je vais vous la montrer. Open with Code. Donc là, j'ai la même structure. Le seul truc que j'ai changé ici, c'est que globalement, j'ai pas toujours dans mes entités, j'ai pas toujours que des strings, des entiers, des boolins, des datetime. Des fois, j'ai des entités complexes. Un objet qui contient un autre objet, ou une énumération, une struct, peu importe. Là, dans employé, j'ai un truc qui s'appelle employé type, qui est une énumération. Et dans cette énumération, j'ai quoi? J'ai CEO, CTO, Sales, Marketing et développeur. D'accord? Et donc, cette entité-là, je veux pouvoir la sérialiser dans ma base de données. Par défaut, si vous ne faites rien, ça marche. En fait, ce qui est bien, c'est qu'une entité, une énumération en .NET, ce n'est rien d'autre qu'un byte. Hein. Et donc, il va me transformer ça entre 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mais ce qui n'est pas très lisible en base de données. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il sérialise vraiment la string. Du coup, comment je peux faire quand je travaille avec Entity Framework? Donc, il y a une nouveauté qui est arrivée qu'on appelle les converteurs. Donc, quand je décris ma base de ma table, je peux lui dire entity.property. Et donc là, je lui dis donc avec une lambda que je veux que tu ailles chercher la propriété qui s'appelle employé type. Voilà. Et je lui dis, tu as une conversion dans lequel je dois lui passer deux fonctions. Un, comment est-ce que je fais pour la sérialiser en base de données? Et deux, comment est-ce que je fais pour la récupérer depuis la base de données? Donc la première, c'est j'ai une entité
de type employé type, et je lui dis, bah, écoute, tu n'as qu'à la sérialiser en chaîne de caractères. Donc ET ici, c'est un employé type. Et après, qu'est-ce que je fais quand je la récupère d'une base de données? Donc je vais essayer d'être un peu plus voilà, comme ça. Donc là, j'ai une base de données. Je la récupère, donc c'est une chaîne de caractères. Je la récupère de la base de données. Et bien, je te demande de la parser. Enum, oh là, pardon. Enum.parse de employé type. Donc je la caste en de cette chaîne de caractères. Donc là, ça se lit plutôt bien. Hein. Une conversion, d'un côté, j'ai un employé type que j'envoie en chaîne de caractères dans ma base de données. Et de l'autre côté, j'ai une chaîne de caractères que je passe pour envoyer un employé type. Et ça, c'est cool. Du coup, vous pouvez faire ça avec n'importe quoi. À partir du moment où on vous donne en entrée un objet et que vous donnez la sérialisation de l'autre côté, vous pouvez même prendre un objet complexe, un arbre, avec des propriétés, un document JSON, j'en sais rien, ce que vous voulez, et lui donner la conversion. Bon, après, celle-là, elle est facile. Du coup, vous allez me dire, bon, celle-là, elle est facile, vous auriez pu nous la fournir par défaut. Mais vous avez raison de poser cette question. Merci de l'avoir posée, cher public adoré. Parce que par défaut, on vous enfile plein des converteurs comme ça. Vous avez le bit converteur qui va transformer, qui va convertir en bit. Vous avez le boolean to string aussi. Si vous n'avez pas envie de stocker 0 et 1, mais true et false, vous pouvez. Oui, vous avez. Et évidemment, vous avez le enum converter, enum to string, qui va donc convertir. Donc vous lui passez le type d'énumération. Et voilà. Juste avec cette ligne-là, c'est exactement ce que j'ai fait juste avant avec mes deux func, mes deux lambda. La même chose. Pareil. Le mec qui a fait la classe, il s'est pas trop foulé, ça va. Au niveau des tests, on était bon. C'était facile. Ok? Voilà, donc ça c'est plutôt simple. On est pas mal au niveau du temps. Donc je vais continuer. Donc ça c'est pour Entity Framework. J'ai encore 2-3 autres démos, mais je vous montrerai comment faire pour les retrouver, pour ne pas perdre de temps. Donc je reviens un petit peu sur mes anti-sèches, pour pas me louper au niveau de ce que je veux vous dire. Ah oui, il y a un truc sympa aussi qui est arrivé avec .NET, ce qu'on appelle les Global Tools. Alors les Global Tools, c'est quoi? C'est de pouvoir installer sur vos machines des tools que vous allez pouvoir lancer depuis la ligne de commande. .NET Tool List -G pour global parce qu'ils sont installés au global sur ma machine. J'ai plein de tools que vous pouvez installer et utiliser. Alors c'est un peu, enfin, vous connaissez déjà ça avec d'autres runtime, hein, où on peut faire la même chose, installer avec NPM, avec ce que vous voulez, installer des tools que vous pouvez utiliser en ligne de commande. Ben, aujourd'hui, on peut le faire aussi en .NET Core. Par exemple, vous pouvez utiliser .NET Tool Install. Vous connaissez ça? Voilà, donc là, ça va installer Nyan4. Alors attention, ça fait mal aux yeux. Donc, ah oui, alors du coup, j'essaie de me connecter à la 4G de mon téléphone. Est-ce que ça va marcher? Ouais, c'est bon. Donc attention, il faut que je dézoome un petit peu, sinon ça ne va pas marcher. Donc, une fois que c'est installé, vous lancez ça comme ça. Et voilà. Et là, j'ai un chat qui, voilà, c'est une Nyan 4. C'est pour ça le chat dans mon slide à la fin. C'était ça. Voilà, donc c'est un tool qui ne sert absolument à rien, mais que j'ai installé et qui fonctionne sur .NET Core. Je vous en montre un autre. Alors du coup, je suis désolé, il va falloir que je passe en fond noir, sinon vous n'allez rien voir. Juste le temps de faire ça. Donc j'ai un tool que j'ai développé moi et je vais vous montrer à peu près à quoi ça ressemble derrière. Donc .NET Tool Install. Qui c'est qui fait du Kubernetes dans la salle? Kubernetes? Pas des masses. Bon. Alors quand vous faites du Kubernetes, vous passez votre vie à faire kube, get, svc, kube, get, pod. Vous passez votre vie à faire ça. Moi, des fois, je pète un plomb à force de faire un kube, get, svc. Puis des fois, pour se connecter en bash sur le Dockerfile, j'y arrive, je ne me rappelle plus la commande. Enfin bon, bref, l'enfer. Et du coup, j'ai fait un petit tool que je me suis amusé à coder pendant mes heures perdues, qui permet de browser votre cluster Kubernetes avec un seul doigt, sans avoir besoin d'écrire les lignes de commande. Alors je l'ai fait en .NET Core. Donc du coup ici, je me suis connecté à mon cluster Kubernetes, qui est un cluster Azure Kubernetes Service, pour ceux qui se posent la question. Ici, j'ai mon namespace, donc du coup, je peux les browser. Et j'ai mis la main dans le dos pour vous prouver que c'est qu'un seul doigt. Je vais sur mes pods, je peux voir l'ensemble de mes pods. Voilà, j'ai un pod avec
J'ai plusieurs pods avec Ambassador. Ne faites pas d'Ambassador, c'est la mort. Avec mes logs, je peux directement me loguer sur la machine avec Bash. Voilà. Donc là, je suis dans CMD avec un Kubernetes qui va se loguer sur mon pod avec Bash. Modulo la puissance de Internet. Voilà. Donc non, il n'a pas réussi. Donc timeout, désolé. Je peux décrire mon pod. Voilà. J'ai fait tout ça. C'est une application .NET Core classique que j'ai juste packagé pour pouvoir l'utiliser dans une application console. Je vous montre à quoi ça ressemble une application que l'on package pour avoir un tools comme ça. Donc c'est pas très compliqué. Donc je vais vous montrer. Donc le projet est open source. Si vous voulez contribuer, c'est avec plaisir. C'est sur mon repo GitHub. Voilà. Vous ne sentez pas obligé non plus. Hein, Alors, c'est ici. Donc en fait, au départ, j'ai juste créé une application console classique dans Visual Studio, qui est ici. Voilà. Et la seule chose que j'ai mis dans mon projet CSproj, je lui ai juste dit ici de le packager en tant que tool. Voilà. Juste avec ça, et après vous le publiez sur NuGet. Vous savez que NuGet, c'est notre package manager pour toutes les applications .NET Core, enfin .NET classique même, un peu comme du NPM ou ce que vous voulez, c'est NuGet. Ben, juste vous le publiez sur NuGet, vous le terminez, et juste en mettant pack as tool, vous pouvez l'installer en faisant un .NET Tool install. Super simple. J'ai fait un autre truc aussi, quelque chose qui est arrivé, qui s'appelle la tired compilation, à trous. Ça, c'est un flag de performance qui va arriver en .NET Core 3, qui va permettre d'améliorer grandement les performances. Alors, vous savez que les langages managés, aujourd'hui, on a deux phases de compilation. La première qui va générer une sorte de semi-compilation, qu'on appelle du langage intermédiaire. Donc nous, on appelle ça de l'IL, chez .NET. Chez Java, on appelle ça du bytecode, me semble-t-il. Et après, vous avez un moteur qui fait du just-in-time compilation quand vous êtes sur l'exécution de votre machine. Le problème, c'est que la JIT, quand elle passe sur votre exécutable, eh bien, elle a plusieurs choix. Le premier choix, c'est d'aller très très vite, de compiler en natif le minimum de code pour démarrer votre application rapidement. Le plus rapidement possible. OK ? Mais votre application est moins performante parce que du coup, il va falloir qu'il repasse derrière dans le temps pour pouvoir continuer à exécuter votre code. Donc c'est rapide au départ, mais ça peut, mais on peut avoir des pertes de perf à la longue. Ou alors, il fait tout bien comme il faut, il optimise le maximum, il passe tout ce qu'il peut pour optimiser les performances de votre application, mais c'est long à démarrer. Ça, c'est ce qu'on avait avant. La taille compilation, pardon, quelque chose qui arrive avec .NET Core 3, qui est donc géré par l'équipe Core RT, donc là, bon bref, peu importe, qui prend le meilleur des deux mondes. Aujourd'hui, quand vous mettez ce flag, le JIT va compiler le plus rapidement possible votre langage intermédiaire pour démarrer l'application le plus rapidement possible, et une fois qu'elle est démarrée, il va lancer un background thread pour continuer la compilation pour arriver aux meilleures performances. Et il va mettre des pointers sur votre application pour savoir quelles sont les méthodes que vous utilisez le plus souvent pour qu'elles soient très très rapidement accessibles en tant que version la plus optimisée. Bon, les mecs qui ont inventé ça, hein, voilà, je suis loin d'arriver à peu près à leur niveau de leur cheville, pieds nus. Donc vous imaginez un peu le truc derrière. L'idée, c'est de dire aujourd'hui d'essayer d'avoir le meilleur des deux mondes. Ça, c'est quelque chose qui va arriver par défaut en .NET Core 3.0. Vous n'aurez plus besoin de spécifier le flag. Il faut vraiment que je me dépêche. Il me reste combien de temps là du coup là, 3 minutes. Waouh, mais j'en suis à la moitié, c'est nickel. Alors, je vous montre une dernière chose, puisque j'ai pas trop de temps. C'est donc .NET Core 3 avec WinForm installé. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Ça va être assez rapide. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Donc j'ouvre un autre projet. .NET Core, Prez, Core 3, WinForm. Hop là. Alors ici, j'ai deux versions de mon application. J'ai la version WinForm.NET Core 3 et la version 4.6. C'est exactement la même chose. D'ailleurs, ici, j'ai développé en 4.6 et ici, j'ai mis des fichiers. C'est juste avec, ici, là, vous ne voyez pas, mais ici, là, il y a une petite flèche, ici, là, qui dit finalement, c'est un fichier qui est dans mon autre projet, mais je fais que le lier, en fait. C'est juste un raccourci. C'est vraiment la même source. Hein. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'il met 100 ans à préparer? Je ne sais pas. Donc, on va essayer de le lancer. Donc, ici, j'ai... et donc, cette application, qu'est-ce qu'elle fait? Si je vous montre, globalement,
Et il utilise une API qui va lister l'ensemble. C'est ici. Je ne sais pas pourquoi il fait ça là. Voilà, ça me saoule. Ici, il va juste faire un directory.getFileSystem. Et j'ai mis un petit timer avec un chai part pour voir combien de temps il fait pour parcourir un répertoire et tous les sous-répertoires. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Bref. Donc je vais le lancer en espérant que ça se lance. Ben non, du coup. J'ai dit que c'était le meilleur IDE du marché, on est d'accord, hein. Voilà. Alors, je vais essayer de le relancer, malheureusement, je ne sais pas pourquoi. Allez, on y croit. Du coup, je perds un peu de temps, mais c'est pour la bonne cause. Donc ici, allez, dis-moi que ça va bien marcher. Peut-être aussi parce qu'il essaie de récupérer des trucs sur Internet. Voilà. Et que je ne suis pas bien connecté, si. Ah, si, c'est bon. Alors, je les lance. CTRL F5. Donc là, je le lance au mieux. Je prends l'autre à côté. Hop. CTRL F5. Paf, voilà. Donc j'ai beaucoup de projets hein, sur ma machine, vous imaginez bien. Et je vais lui dire, donc je les mets côte à côte, hop là. Donc je vais faire .NET Core. Donc là, ce qu'il fait, il parcourt, j'utilise, c'est pas mon code. Hein. Ouais, j'ai fini, c'est la dernière, je te promets. Mais comme j'ai commencé 5 minutes en retard, je peux avoir 5 minutes après? Ou j'ai déjà dépassé ces 5 minutes-là? J'ai pas entendu. Alors, donc là, il calcule l'ensemble de tous mes fichiers. Normalement, il ne devrait pas tarder à s'arrêter. Alors, comme c'est la première fois qu'il parcourt, il se peut que même si c'est du SSD, que ça prenne un peu de temps. Donc, je vous propose de le relancer une deuxième fois pour être sûr que tout soit bien monté en mémoire, qu'il n'y ait pas de problème de je sais pas quoi. Et normalement, ça devrait être un petit peu plus. Voilà, il fait 5 secondes. Le même code, avec le .NET Framework 4.6, je le lance. Et donc là, vous allez voir que eh bien, ça ne met pas 5 secondes. Et pourtant, ce n'est pas mon code, hein. C'est du code de la Business Class Library pour vous dire les différences de performance et pourquoi est-ce que c'est bien aujourd'hui de penser à passer sur Windows Form. De passer WinForm sur .NET Core si vous êtes capable. C'est qu'aujourd'hui, voilà, c'est bon, j'en suis à... Ouais, vas-vas-y, allez. Voilà. Bon, bref, il va mettre beaucoup de temps. Je pensais que, voilà, il met 23 secondes au lieu de 5. Donc voilà, juste une API qui a été améliorée dans .NET Core, eh bien, je gagne 3 fois ou 4 fois le temps de base que j'avais sur .NET Framework. Dernière chose, je ne ferai pas la démo parce que du coup, j'ai plus le temps. Cette application-là, je peux la compiler pour l'embarquer en tant qu'exécutable. Et donc, j'ai un exe qui fait 65 mégas, mon application pure de .NET Core, et je pourrais vous la donner avec une clé USB, ce bon vieux moyen de transport, et la mettre sur n'importe quelle machine avec du Windows 10, et ça fonctionnerait. Je vous remercie.